Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio et à la télévision, comme tous les matins depuis plus de 10 ans maintenant. Ils sont avec nous, on va vous présenter tout de suite Olivier Is, il est responsable du développement pour Earthwake. Olivier, bonjour. Bonjour. Et on a avec nous également Eric Fouillant, qui est chercheur au CNRS. Olivier, bonjour. Bonjour. Alors on va commencer avec vous, non Olivier, Eric, bonjour, pardon. On va commencer avec vous, Olivier, et on va voir les images très rapidement. Incroyable, on a vu une machine qui transforme du plastique en carburant. On a rêvé, info ou intox? Info, et c'est pas un système, c'est un processus qui est connu, Ouais. qui s'appelle la pyrolyse, Ouais. mais on a réussi avec cette machine à affiner le processus afin de pouvoir créer des produits utilisables, quoi. Un gasoil de qualité et une essence et un gaz qui revient à la machine. Donc c'est vertueux, la machine se nourrit de ses propres productions et fonctionne de façon autonome. Alors, qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que vous récupérez du plastique qui traîne. Oui. Et il y en a partout sur la planète. On a vu un certain nombre de visuels où vous nous avez expliqué sur ces visuels que bientôt en 2050, on aura peut-être plus de plastique que de poissons dans la mer. Vous récupérez ce plastique, vous le mettez dans cette machine, je caricature un peu, Oui. et il en ressort du carburant. On a vu les images. Oui, c'est tout à fait bon. Je comprends que ça soit assez étonnant parce que on en parle peu. Oui, Il y a des systèmes dans le monde qui fonctionnent depuis quelques années, oui, qui sont des grosses machines qui sortent plutôt ce qu'on appelle un fuel lourd, un gasoil difficile à utiliser, qui est raffiné par la suite, mais ça implique des transformations ultérieures. Le nôtre, notre machine, qu'on voit là à l'écran, enfin derrière moi, permet justement de s'affranchir de cette étape supplémentaire, et on a directement, et sans fournir d'énergie, du gasoil directement utilisable, à peu près 65% de gasoil en poids par rapport au poids de plastique qu'on met dans la machine. Alors, il faut combien de temps allez, on remplit la machine de plastique. En combien de temps on a du carburant? Alors la machine qu'on voit là, c'est un prototype, c'est un démonstrateur Ouais. qui a fonctionné à Antibes il y a quelques mois. La machine qu'on est en train d'élaborer et de finir de mettre au point sera plus grosse. Et pour à peu près un cycle de transformation, c'est une demi-heure, pour vous donner une idée, et on traite à peu près 35 kilos par cycle. Et Donc, il faut pour 1 kilo de plastique, c'est 700 grammes de diesel. voilà, c'est ça, c'est grosso entre modo. 600 et 700 grammes de diesel. Ouais. Voilà. C'est incroyable. Alors, combien elle coûte cette machine? Alors, cette machine, on est en train, vous imaginez, on est en phase d'élaboration de la machine, donc il est un petit peu tôt pour parler prix, mais c'est de l'ordre de 100 à 200 000 euros pour, en fait, l'idée, c'est pas de vendre des machines, hein. Il faut bien comprendre qu'Earthwake, c'est une association. Samuel Le Bihan est à la tête de cette association, et c'est un homme très actif dans le domaine de l'autisme et de pas mal de causes importantes. Et l'environnement, ça lui tient à cœur. Et le but, c'est de fournir plutôt un service. Donc, c'est la machine plus la formation plus le fonctionnement qu'on vend, et en partenariat étroit avec des utilisateurs. Olivier, qui peut être concerné par cette machine? Tout le monde a priori. Bien sûr, on se focalise sur les littoraux, sur la Côte d'Azur le printemps prochain, où on prévoit d'aller de ville en ville pour sensibiliser les collecteurs. Parce que c'est bien beau d'avoir une machine, mais il faut de la collecte. Bah hein. oui. Donc faut récupérer le plastique, quoi. on imagine, selon le cas, tous les cas sont différents, si vous voulez. Si on l'installe en Afrique, si on l'installe en Asie, si on l'installe à Mayotte, on n'aura pas le même environnement, on n'aura pas les mêmes collecteurs. Donc on imagine à chaque fois un scénario différent de fonctionnement. Mais Mayotte, c'est une île, donc les îles sont dans nos cibles Et prioritaires. vous imaginez vous installer à Mayotte? À court, moyen ou long terme? Pour l'instant, on se contente d'installer un projet pilote. On va surtout voir comment ça se passe. Donc ce premier projet, on aura l'œil dessus, c'est évident. Donc ça va nous servir un peu de modèle. Donc on sera présent, en tout cas à intervalles réguliers. Comment vous êtes affranchi de l'étape du raffinage?
En fait, le raffinage, c'est une opération qui est totalement différente. Là, c'est plutôt ce qu'on appelle la pyrolyse, donc c'est un craquage. On part de matière qui a déjà été transformée et on revient aux matières oui, parce que le plastique a déjà été fabriqué ouais. avec du pétrole, en tout fait. À fait, tout à fait. Tout à fait. Et alors, tous les types alors, ça ne s'adresse pas à tous les plastiques. Il y a un tri qui doit être fait à l'entrée. Ce qu'on ne peut pas traiter, c'est le polystyrène, en gros, et le PET, les bouteilles transparentes en plastique, qui sont, elles, facilement recyclables en tissu et en granulats réutilisables. Voire en stylo. On a déjà eu l'expérience. Voilà. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Olivier. Alors, comment ça se passe avec cette machine? On collecte des déchets, par exemple, sur une plage. On les met directement dans la machine ou ils sont traités, c'est-à-dire réduits en granulats ou Non, ils ne sont pas réduits en granulats. On les met comme ça. En théorie, on peut mettre, enfin, tout dépend de l'état du matériau de base qu'on collecte. Il y a un lavage quand même. Il ne s'agit pas de mettre de la terre, du sable ou des déchets qui sont encore dans les sacs en plastique dans la machine. Ça l'encrasserait et évidemment, ça l'empêcherait de fonctionner. Donc il y a un broyage grossier, je vais dire. C'est souvent des sacs en fait. Donc il y a des matières qui restent au fond. Donc on broie pour faire sortir les matières qui restent encore éventuellement collées. Donc c'est un broyage grossier et un lavage grossier. Après, la machine, elle fournit exactement du gasoil, en majorité, une essence, qui est de type essence lampant, utilisable aussi, un gaz qui lui sert à fonctionner, donc qui est réinjecté dans la machine pour son fonctionnement, et puis un charbon, ce qu'on appelle un char, c'est-à-dire qui est utilisable aussi, soit pour l'amendement, mais comme il est d'origine il est un peu huileux, il est difficile à utiliser pour l'agriculture. En revanche, on peut en faire des crayons, des mines. Regardez les images, on le voit sur le retour. Voilà le gasoil. C'est véritablement du gasoil. Ce gasoil-là, tel qu'il sort de votre machine, est-ce que je peux le mettre dans ma voiture? Non. Actuellement, non, mais à terme. Tous les jours, il y a des progrès dans la finesse du distil, de la pyrolyse. On imagine que à terme, ça peut se produire. Pour l'instant, c'est surtout du gasoil de type bateau, groupe électrogène. EDF nous a dit qu'il pouvait tout à fait utiliser ce gasoil, EDM, pardon. Pour les groupes, pour les groupes ici à Mayotte. Pour les groupes, ça fonctionne. Alors, on vient de recevoir un message. Non, c'est pas vrai, c'est une blague, mais on vient de recevoir un message de Total. Ils veulent vous couper en petits morceaux et vous mettre dans la machine. Non, plaisanterie à part. Vous mettez en concurrence quand même là. Vous allez énerver des gros là quand même, non? Non, on n'entre pas sur le marché c'est pas notre intérêt, c'est pas notre but et c'est pas notre travail. On n'entre pas sur le marché des produits pétroliers qui est très réglementé, comme vous le savez. Donc, on sera plutôt partenaire de ces gens-là. Et au cas par cas, ils nous prendront notre gasoil et ils se chargeront de le commercialiser. À côté de vous, il y a Éric Fouillant qui est chercheur au CNRS. Bon, en même temps, avec un nom comme ça, vous pouviez être que chercheur. Je fouille. C'est bien ça. Alors vous êtes intéressé au lac Ziani et selon vous, il se passe des choses au lac Ziani qui pourraient intéresser l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe au lac Ziani? Alors le lac Ziani est un lac qu'on étudie depuis une dizaine d'années, avec des collègues de l'IPGP, l'Institut physique du Globe de Paris par exemple, l'Institut de recherche du développement également. Et ce lac est extraordinaire parce que pour plusieurs raisons. D'une part, il est toujours vert. Donc chaque fois que vous y allez, quelle que soit l'année, quelle que soit la période dans l'année, il est vert. Déjà, c'est une interrogation parce qu'il y a très peu d'écosystèmes naturels qui puissent être verts toute l'année comme cela. Et d'autre part, lorsqu'on a étudié de manière un peu plus approfondie ce lac-là, on s'est aperçu qu'il faisait deux choses. D'une part, là, en surface, il est vert parce qu'il y a ce qu'on appelle des cyanobactéries, donc des bactéries qui possèdent des pigments, qui sont capables de faire la photosynthèse, donc récupérer l'énergie lumineuse. Pour quoi faire? Pour produire de l'oxygène et pour consommer du CO2. Juste en dessous de cette, on va dire, fine particule, fine couche de verre, il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus de lumière, et il y a d'autres bactéries qui vont consommer les cyanobactéries mortes et qui vont, elles, produire du méthane. Et ceci, on a fait donc des calculs de bilan, c'est-à-dire combien de quantités de CO2 qui sont fixées et combien de méthane est produit. Pour 100 carbone fixés par jour, par exemple,
eh bien, il y a 40 carbone qui est produit sous forme de méthane. Et ça nous inspire. Le méthane, ça sert à quoi? Alors le méthane, c'est un gaz qui est hautement combustible, c'est-à-dire vous le brûlez et il forme de l'énergie. C'est le gaz de ville, en l'occurrence. Attendez, vous êtes en train de nous expliquer que notre lac Ziani, là-bas, en petite terre, est capable de produire du gaz? Ah oui, il produit du gaz, absolument. Et je peux faire chauffer mes œufs avec ce gaz? Vous pourriez, oui, vous pourriez. Alors l'idée, c'est de s'en inspirer, c'est pas de l'utiliser, hein, bien sûr, ce lac-là. C'est-à-dire de récupérer une partie de ces communautés, de les cultiver en réacteur. Et de les développer ailleurs. Et les développer. Alors l'idée, c'est surtout d'utiliser les fumées, le CO2 qui est contenu dans les fumées industrielles, hein, pour fabriquer de nouvelles sources d'énergie, le méthane, et le réinjecter dans la communauté, dans la société, hein, pour produire de l'électricité, pour chauffer. Incroyable. Incroyable. Mayotte est magique. Eric, vous bougez pas parce que Samuel Baucher a une question à vous poser. J'essaie de bien comprendre et de vulgariser un petit peu tout ce que vous nous dites parce que c'est un petit peu compliqué pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire que les gaz, on produit beaucoup de CO2, des gaz d'échappement par exemple de bagnoles, de bateaux et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on pourrait récupérer ces gaz qui produisent du carbone et en faire de l'énergie. Absolument. Alors c'est quelque chose qui existe déjà en nature, hein. La nature le fait très bien. Le CO2, il est fixé par qui? Par les plantes. Les plantes, les organismes qui possèdent des pigments, hein, qui font de la photosynthèse, donc les algues en possèdent aussi, le font. Et la production de méthane, normalement, elle se fait dans les sédiments, dans les endroits où il n'y a plus d'oxygène. Donc là, l'intérêt des organismes qui sont présents on va dire dans le Zani, c'est qu'ils le font dans la colonne d'eau, pas forcément très profonde. Donc on pourrait imaginer des réacteurs pas très hauts, hein, pas très profonds, de pouvoir être relativement actifs, c'est-à-dire produire à la fois de consommer du CO2, mais également produire du méthane, et ceci a une conversion, c'est-à-dire une efficacité très, très élevée. Chose qui est rarement observée dans la nature. Par contre, là, c'est assez exceptionnel de trouver des rendements, on va dire, de conversion qui sont aussi efficaces. Mais... Surtout en utilisant des organismes qui sont très salés, parce que le lac Zani est salé. Il est 2 fois plus salé que l'eau de mer. Donc c'est un lac exceptionnel de plusieurs façons, dont par ces organismes qui vivent dans des conditions extrêmes et qui peuvent faire des choses qui nous sont utiles, à nous l'homme. Olivier, Eric, pourquoi Mayotte? Comment vous êtes retrouvés ici? Ok, c'est le 4e forum de l'économie circulaire et développement durable, mais Mayotte, on est un peu à 12 000 bornes, quoi. Comment vous vous retrouvez ici? Pour ma part, je crois que Samuel Le Bihan avait déjà rencontré des gens de la CCI. Ici à Mayotte. Il y a quelques années. Pas ici à Mayotte. Enfin, j'ignore les circonstances particulières de cette rencontre, mais en particulier Laurent Georgeot, qui est très actif à la CCI, avait rencontré Samuel Le Bihan et avait gardé ça en tête. Et on a reçu une invitation au bon moment. Ça tombait bien pour nous. Mayotte, on n'a pas réfléchi longtemps. C'est un site idéal pour nous, qui est dans des conditions de climat, de rejet de sacs plastiques, de déchets plastiques qui sont critiques, qui est intéressant. Et c'est un microcosme qui est, enfin, il y a un nombre d'habitants bien déterminé qui est propice à l'installation d'une machine pilote pour observer. C'est ça. Il s'agit bien d'une machine pilote, c'est-à-dire que Mayotte va servir de cobaye en quelque sorte. Hein. Oui, on peut le dire comme ça, mais ça peut très bien, très rapidement se transformer en 1, 2, 3 sites sur l'île si dans les premiers mois on s'aperçoit que ça fonctionne très bien. Mais ça servira de base à l'expérimentation. Eric, vous, c'est le même cheminement? Non, oui et non. C'est-à-dire que même avion, quand même. Oui, là, on a pris le même avion, mais il faut savoir que la recherche française, elle est très active dans l'océan Indien, et que nous avons des collègues qui nous travaillons de manière étroite au CUFR de Mayotte, par exemple. Donc, on travaille sur de tas de thématiques, soit la mangrove, soit sur le corail. Et le lac Zani, ça fait à peu près une dizaine d'années, avec des collègues, à travers des collègues qui ont observé ce lac, parce qu'ils avaient des études sur les réservoirs d'eau douce de Mayotte. Et en passant régulièrement par avion au-dessus de ce lac-là, se sont posé la question, mais pourquoi ce lac est toujours vert? Et l'histoire du lac Zani a commencé comme ça pour nous. Mayotte est magique? Mayotte est magique, et on remercie la CCI, Alexandre Castelot et Laurent Georgeot pour leur invitation qui nous a permis de développer notre projet ici. Samuel, vous allez conclure. C'est une réaction, mais vous vous rendez compte, messieurs, vous êtes quasiment sur le point de reléguer le moteur à eau au rang d'antiquité, quoi. Parce que le moteur à eau, c'était un rêve, c'était un mythe, mais aujourd'hui, on n'en a même plus besoin avec ce que vous développez.
Enfin, pour ce qui est de Chrysalis, qui est la machine. C'est le nom de la machine. Hein. Voilà, c'est le nom de la machine. Bon, on reste dans une économie transitoire, dans la mesure où on crée du gasoil qui est un produit polluant, c'est un produit pétrolier. Donc on reste dans le fossile, puisqu'on part de ça qui a été produit avec des matières fossiles. Mais c'est vertueux dans la mesure où on débarrasse, on dépollue, et on crée du carburant qui, de toute façon, aurait été utilisé. Donc, autant utiliser celui qui permet dépolluer. C'est comme ça qu'on le voit. Mais dans le futur, plus ou moins lointain, on espère qu'on n'aura plus de sacs à récupérer et qu'on passera sur d'autres énergies. C'est pour ça que vous êtes vraiment complémentaires tous les deux, parce que si vous utilisez un carburant qui va repolluer, Eric, on peut imaginer de se mettre avant le système d'Eric. Combinaison. Alors, est-ce qu'on va répondre à l'ensemble des besoins du monde? Je ne pense pas, hein, mais il faut être honnête et réaliste. Mais par contre, on contribue fortement à la dépollution, au recyclage, à ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est-à-dire on récupère ce qu'on produit, les produits finaux qu'on ne veut plus, qu'on peut réutiliser d'une autre manière pour rendre la vie un peu plus agréable pour nous aussi. Il n'y a pas que le PSG qui est magique. Mayotte aussi, on vous le dit, on vous le répète, il faut y croire. En tout cas, merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Merci également à l'équipe de la CCI qui a travaillé beaucoup pour ce 4e forum de l'économie circulaire. La preuve en est, il y a des solutions et Mayotte intéresse la planète entière, c'est sûr. Et vous allez voir que tôt ou tard, on n'entendra plus jamais que Mayotte ne sert à rien. Vous vous souvenez, Samuel, on l'a entendu plus d'une fois. Je ne l'ai jamais dit, moi, je n'ai jamais pensé. Je n'ai pas dit que vous, mais vous l'avez entendu avec vos oreilles. Merci beaucoup à vous deux. Nous, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.